Allez, on va s'asseoir, on n'est pas là pour souffrir. Coucou, ça roule? Je vous retrouve pour un petit favori en toute simplitude. L'occasion pour vous et moi de se partager nos dernières lectures du moment, les choses à écouter, les choses à manger, etc. Allez, en avant! Donc là, c'est l'instant confidence. J'ai une grosse obsession culinaire, assez spéciale, et en même temps, j'assume complètement le kimchi. Le kimchi est un mets traditionnel coréen composé de légumes lactofermentés et d'épices. Bon, moi, la bouffe lactofermentée, j'adore ça. C'est un procédé qui consiste à tremper dans de la saumure des légumes. Donc là, dans le kimchi, c'est principalement du chou, mais il y a aussi de la carotte, du radis, etc. Et en plus de donner un goût incroyable à ce qu'on mange, eh bien, c'est super bon pour la santé. Ça préserve les vitamines, c'est plus digeste, et c'est plein d'autres bonnes choses, telles que des probiotiques pour votre petit bidou. Quand je vous dis que c'est une obsession, c'est une réelle obsession. Vous me proposez à l'heure du goûter du kimchi ou un super tiramisu, en fait, il n'y a pas débat. Kimchi, on peut le trouver alors parfois en magasin bio ou alors dans des épiceries asiatiques. Je trouve que c'est quand même relativement cher, alors que c'est quand même très facile de s'en faire chez soi. En ce qui me concerne, j'ai pioché la recette dans le super bouquin de ma poteau Juliette Pâtissier, qui a sorti un super petit livre illustré sur la lactofermentation. Vous allez voir, c'est très facile. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Moi, j'ai juste un souci, c'est que le principe de la lactofermentation, c'est quand même de laisser le légume fermenter pendant plusieurs jours. Et bah ça c'est un vrai gros problème, c'est que souvent je commence à en manger avant que le légume soit complètement lactofermenté. Mais c'est déjà si bon, ça a déjà tellement le goût de la vie, de l'amour, du sel et des épices et de l'acide. Vraiment, goûtez au moins une fois le kimchi dans votre vie, quoi. Bon, on en avait parlé dans une précédente vidéo, je reste absolument traumatisée de mon expérience de la peinture de mes bacs à l'extérieur de la pépinière. Je m'étais lancée telle une grosse débutante, sans réellement bien suffisamment poncer la peinture qui était déjà présente sur les bacs en bois. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, c'est la cata totale, ça s'effrite dans tous les sens, et c'est l'enfer. Cette année, je me suis lancée dans un nouveau projet, c'est la construction de 4 nouveaux bacs de culture. Et là, je me suis dit, attention ma vieille, on ne t'y reprendra pas 2 fois. Et en échangeant sur mes déboires avec les équipes de la Cité Fertile, on m'a parlé de la peinture suédoise. La peinture suédoise, c'est une peinture tout simplement écologique et surtout pas très chère. Ça, c'est 2 points qui me parlent. Elle est faite à partir de pigments naturels, d'huile de lin, de farine, d'eau, et c'est à peu près tout. C'est une peinture qu'on utilise plutôt pour les extérieurs, pour repeindre des volets, des bacs, des cabanes en bois. Mais j'ai cru comprendre que les apiculteurs aussi utilisaient pas mal cette peinture, puisqu'elle ne présente pas de danger pour les abeilles. Donc j'en ai fait l'expérience, j'ai fait ma petite tambouille chez moi, et vraiment j'en suis hyper contente. Alors, on s'en reparle dans 2 ans, on verra si ça s'est effrité comme ma première expérience. Mais franchement, je suis assez confiante dans l'histoire. J'ai acheté mes pigments chez Ocre de France, voilà, ça se trouve très facilement sur internet. Je vous mettrai pareil la recette que j'ai utilisée en barre d'infos. Dans les pigments naturels, on est forcément limité par des couleurs plutôt ocre, jaune, parfois vers les verts. Dès que vous voulez des couleurs beaucoup plus flashy, avec du violet ou des choses comme ça, on part sur des pigments synthétiques qui a priori tiennent un peu moins par rapport aux UV. Faites vos expériences et on s'en reparle. Eh ben, en ce moment, il fait froid, et donc ce qui me fait vraiment beaucoup de bien, eh ben, c'est les fringues qui tiennent chaud. Nous avons à l'image cette polaire incroyable que l'on m'a offert pour mon anniversaire. Patagonia, on est d'accord, c'est les bestes. En plus d'être incroyablement belle, regardez ce motif qui peut rendre épileptique, oui peut-être, et ben ça tient chaud. Et ça c'est quand même ce qu'on demande à une polaire. Il y a quelques années, vous m'auriez demandé, j'étais quand même très intolérante face à la polaire, je trouvais ça moche, et j'ai retourné ma veste. J'en ai une autre de la marque Dickies qui est très bien aussi, un peu plus gothique dans l'esprit, mais très cool. Donc ça c'est ma nouvelle passion. J'ai aussi une nouvelle acquisition incroyable, c'est... Attention, ça va faire mal aux yeux. Cette petite doudoune sans manches avec des cœurs. Là, je peux vous le dire, on est au top du top. La Fashion Week, qu'est-ce qu'il y a ? On passe à de la lecture avec le livre Penser avec le punk de Caroline Gued, ou Guesde. Pardon, je sais pas comment on prononce. Bon, moi le punk, c'est une culture à laquelle je suis très sensible. Et je suis contente en fait de lire maintenant des choses là-dessus. Parce que ce qu'on a comme image du punk, c'est peut-être une forme de bêtise, de je m'en foutisme, d'analphabétisme culturel, comme le dit Catherine. Alors que quand on rentre vraiment dans cette culture, on se rend compte à quel point c'est aussi une incroyable culture du do it yourself. C'est pas qu'un genre musical, ça a aussi été un gros mouvement contestataire. Je sais pas pourquoi je parle au passé, ça l'est toujours. C'est aussi
aussi une forme de philosophie, c'est une manière d'être, c'est une manière de voir le monde, et c'est quelque part un mouvement qui a fait beaucoup de bien et qui a été très précurseur dans les mouvements liés au véganisme, à l'antispécisme, à l'écologie, à la permaculture, au féminisme et même à la spiritualité. Ça fait écho à un autre bouquin que j'avais lu il y a quelques années qui s'appelle Ecopunk. Il parle aussi un petit peu de la même chose. Et ce que ça dit, c'est que la contre-culture punk, elle joue beaucoup dans les nouvelles représentations et les contestations politiques et environnementales. Donc si vous êtes un peu sensible à ce sujet, je vous suggère ces 2 livres. Celui-ci est plus récent, celui-ci est un peu plus vieux, mais ils sont tous les 2 super! On continue avec de la lecture et le dernier Socialter, qui est officiellement mon numéro préf. Ces terres qui se défendent. C'est un hors-série. En général, Socialter donne la voix à un collectif ou à une personnalité qui va jouer le rôle de rédac-chef du hors-série. Et là, il s'agit du collectif Reprise des terres. On comprend à quel point on est dans une galère foncière pour le monde agricole et particulièrement les petits, les néo-paysans, les paysans qui ne sont pas dans une culture intensive sur des centaines d'hectares. Là, ce dont il faut qu'on prenne conscience, c'est que dans 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite, ce qui veut dire qu'on aura près d'un quart du territoire qui va changer de main. Forcément, ces centaines de milliers d'hectares attirent les convoitises des plus gros, les agro-industries, les grands bétonneurs et leurs entrepôts. On parle vraiment d'accaparement de terres qui nourrissent. Et il va falloir donc inventer des nouvelles tactiques foncières, politiques, juridiques pour contrer tout ça. Bref, chaudement recommandé par ta mère nature. Pour continuer sur ce sujet, ça tombe très bien puisque le podcast Les couilles sur la table vient de sortir 2 épisodes sur le monde agricole. On y parle de l'éloge de la force virile, qui est quand même un petit peu fantasmée et largement encore répandue dans ce milieu. Les conséquences d'une confusion entre vie de foyer, vie personnelle et travail agricole, parce que souvent les deux sont quand même très imbriqués. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, dans cet épisode, on entend la voix d'agricultrice qui est encore si peu entendue. C'est grâce à ce genre de voix qu'on peut se rendre compte qu'une autre agriculture est possible. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, je m'auto-transitionne. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans pas longtemps? Le salon des agricultrices à la Cité Fertile. Donc, en marge du salon de l'agriculture, aux mêmes dates, nous aurons le plaisir d'accueillir des tonnes de conférences, de rencontres, de marchés de productrices autour de ce sujet, de la place des femmes dans l'agriculture. Moi, je ne vous dis pas encore tout précisément, mais je risque d'organiser des petites choses de type table ronde et visite de ma pépinière. Donc, si vous êtes dans les parages à ces dates, j'espère vraiment qu'on se croisera. Putain, je suis deg, je l'ai pas pris avec moi. On vient de rééditer notre BD Guerilla Grid. Je la mets là du coup en incruste. Regardez cette couve incroyable. Ça fait 3 ans qu'on l'a écrite déjà. Et pour fêter sa nouvelle réédition, donc sa réimpression, on s'est dit que ça pouvait être très chouette de vous proposer une nouvelle couverture, mais aussi des nouvelles pages bonus qui racontent un petit peu qu'est-ce qui s'est actualisé dans nos vies. Si vous l'avez déjà, merci 1000 fois de nous avoir lus. Si vous ne l'avez pas encore, foncez chez votre libraire. Si vous l'avez déjà, mais que vous voulez l'offrir à des amis, vous serez officiellement des Fayot et donc nos préférés. Bon, sinon, juste aller laisser des petits commentaires mignons sur des sites de grosses ventes type Fnac ou Amazon, c'est super pour nous faire remonter dans les petits algogos. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ces favoris incroyables. J'espère vous avoir fait découvrir de petites choses. N'hésitez pas à déposer également vos petites recos en commentaire. On se retrouve très vite. D'ici là, plantez tout, plantez-vous. Love sur vous.